Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Au programme de cette semaine, retour sur le bilan déjà catastrophique de Christophe Castaner et sa propension au pipeau. Et à mes côtés, Xavier Hofer, criminologue. Merci beaucoup d'être avec nous, Xavier. Merci. Alors, on est à 1 an, 3 mois et 13 jours, c'est précis, de l'arrivée de Christophe Castaner à la place Beauvau. On peut dire qu'à chaque jour suffit sa peine, à chaque jour suffit son mensonge pour Christophe Castaner. On va le voir à travers les chiffres qui ont été révélés pour 2019 et à travers toutes les statistiques qui sont diffusées par le gouvernement. Alors, on peut commencer déjà avec les chiffres donc, de la délinquance et de la criminalité sur 2019 qui ont été publiés début 2020. Première expertise, tout explose. Oui, et encore, ça n'est qu'une partie de la vérité. La vérité est encore plus sinistre. Je prends un exemple et un seul, je l'ai déjà dit 10 fois, mais après tout, la base de la pédagogie, c'est la répétition, et donc je le répète. Le ministère de l'Intérieur, alors le mensonge a commencé sous Cazeneuve, hein, c'est pas l'invention de Castaner, mais naturellement, comme Monsieur Castaner est l'héritier le plus illustre de la tradition bien établie de la galéjade marseillaise, il s'est précipité pour suivre son glorieux ancêtre dans cette tradition, et donc les chiffres sont pipotés, comme vous disiez tout à l'heure. Parmi les actes qui sont le plus gênant, le plus inquiétant, le plus effroyable pour la population, il y a les cambriolages. En sachant que, naturellement, en plus de ça, maintenant, 1/3 des cambriolages des domiciles particuliers sont faits en présence des cambriolés. C'est-à-dire, il y a des malheureuses victimes de l'exclusion, là, comme ça, qui rentrent chez vous par la fenêtre pendant que vous dormez, et ils piquent dans vos affaires, ils vous réveillent, ils vous tapent dessus. Si vous faites semblant de dormir parce que vous avez peur, ils continuent à piller et ils s'en vont après. 1/3. Voilà, donc ça fait à peu près entre 70 000 et 75 000 fois dans l'année que de braves gens qui ne demandent rien à personne, qui sont chez eux, dans ce qui doit être la forteresse, le foyer familial, là où on est avec sa famille, qui sont pillés et que les gens viennent piller en leur présence pour prendre les clés de la voiture et s'enfuir après ça avec la voiture, pour récupérer de l'argent ou des bijoux et ainsi de suite. Alors, ces cambriolages-là ne représentent qu'une partie des cambriolages. Nous avons constitué, parce que comme Castaner dit plus rien que des mensonges, il faut faire le job soi-même, vous avez compris. Alors, on a constitué depuis naturellement Cazeneuve, mais ça sert encore beaucoup plus maintenant, du fait de l'intensification dans la voie du mensonge, nous avons constitué une base de données. Et la base de données nous montre que quand vous lisez dans un petit journal de province, quand une mairie signale, quand une entreprise signale qu'elles ont été cambriolées, vous arrivez à faire une péréquation et à peu près 40 à 45% des cambriolages commis en France affectent des locaux qui ne sont pas des logements privés, qui ne sont pas votre appartement ou la maison dans laquelle vous vivez, votre domicile principal. Alors, 45%, c'est énorme. Ce serait 3%, on dirait, OK, oui, on balaye un peu ça sous le tapis, ça sert à rien, mais 45%, alors les 45%, c'est des locaux officiels, des mairies, des dispensaires, des hôpitaux, par exemple pour récupérer de la drogue ou des médicaments qui peuvent servir de drogue, etc. Ce sont des locaux agricoles, ce sont des hangars, ce sont des locaux, comment dire, à usage professionnel aussi, une épicerie, ceci, cela. Et le ministère de l'Intérieur, le service des statistiques du ministère de l'Intérieur ne donne pas cette partie-là des cambriolages. Il ne publie que les cambriolages de domiciles privés. Et du coup, les résidences secondaires, elles sont dedans ? Alors, non, en général, mais maintenant, ils ont fait l'effort de dire oui, mais aussi des résidences. Toujours est-il que les résidences secondaires, c'est peu de choses. C'est naturellement les locaux professionnels et les locaux agricoles qui sont la grande partie. Et donc ça veut dire que si jamais M. Castaner continue,
par les agressions, par exemple, ben, il ne donnera plus que les agressions d'albinos ou de gens qui ont les yeux verts ou des trucs comme ça. C'est-à-dire vous commencez à choisir parmi les victimes ou de choisir parmi les crimes que vous présentez. Et après ça, comme disait le défunt président Pompidou, quand les bornes sont franchies, il n'y a plus de limite. Il citait le sapeur Camembert. Et donc, voilà exactement comment on traite les statistiques aujourd'hui. Si on prend en compte tous les cambriolages qui sont commis, la nuée, le tsunami de cambriolages, comme je vous l'ai dit, très perturbant pour la population, commis en France chaque année, on arrive à peu près, en incluant naturellement ce qu'on sait des autres locaux, des 40 à 45%, on arrive à faire en sorte de concevoir que dans la France de 2020, il y a à peu près 1300 à 1350 cambriolages par jour. Voilà. Et dont à peu près 70 000 qui sont commis en présence des habitants, ce uniquement évidemment dans les logements. Les gens n'habitent pas dans les hangars ni dans les pharmacies, donc là c'est uniquement dans les logements. Donc voilà un exemple de mensonge. Il y a en plus de ça, je l'ai déjà dit mais je le répète, une ratatouille, une bouillabaisse. Hein, oui, du coup, voilà, c'est plus... Du coup, dans le nombre des vols à main armée, alors ça arrive avec une formulation précise au commissariat de police, de là ça repart chez le procureur, mais on passe de nature d'affaire à nature d'infraction, et hop, à la fin du bonneteau, eh ben, vous avez entre un quart et un tiers des braquages qui disparaissent au cours de route. Voilà. Alors donc voilà les statistiques du ministère de l'Intérieur. On avait évoqué il y a quelques temps, très rapidement, parce que ce n'était pas le sujet de l'émission, la disparition de l'INSJ, l'Institut des hautes études de la sécurité et de la justice, c'est pas l'intitulé exact. On a l'impression que finalement, pour pas avoir la température, il faut casser le thermomètre. Ah ben, d'autant plus que l'INSJ comprenait comme un de ses départements l'Observatoire national de la délinquance. C'est déjà du politiquement correct parce que... Et de la réponse pénale. Voilà, et de la réponse pénale au NDRP. Mais là, il y avait quand même une source de chiffres. Par exemple, on arrivait à savoir combien de policiers étaient agressés, combien de pompiers se faisaient courser, etc. Et là, circuler, il n'y a plus rien à voir. Il n'y aura plus qu'une seule source de statistiques sous la coupe étroite de Pinocchio Castaner. Alors, on va continuer avec les statistiques. J'aimerais vous proposer d'écouter Alexandre Langlois, qui est secrétaire national du syndicat Vigie, donc au ministère de l'Intérieur. Il évoquait la différence entre la politique du chiffre et la politique du résultat, alors que justement, aujourd'hui, est de mise la politique du chiffre. Alors, il y a deux choses complètement différentes. Le chiffre et le résultat. Ça dépend de ce qu'on attend de chaque côté. Le chiffre, c'est de remplir des colonnes statistiques pour dire on a bien agi. Donc ce qui fait, par exemple, c'est un exemple et une des procédures, on a fait une dénonciation auprès du procureur au nom du syndicat, c'est qu'à Marseille, tous les ans, la criminalité baisse sur Marseille. Voilà. À force, la criminalité va être négative. Et ce qui était amusant, c'est que le jour où les chiffres sont annoncés à Marseille, baisse de encore de je ne sais plus combien de pourcentage de la criminalité, le lendemain, il y a des règlements de compte à la Kalachnikov dans la cité. Donc les faits les rattrapent. Malgré ça, ces gens-là ont des promotions et sont notés sur des statistiques complètement aberrantes. Maintenant, le résultat, c'est des collègues plus anciens qui nous disent, nous, quand on revenait au commissariat et qu'on marquait rien à signaler, quartier calme, on avait les félicitations. Parce que justement, il y avait un sentiment de tranquillité publique, les gens étaient protégés, et c'était la population à qui on rendait service. Et aujourd'hui, quand on marque ça, on dit, vous êtes un nul, vous nous trouvez des chiffres, vous nous trouvez ce que vous voulez. Un exemple également pour montrer la différence entre les deux choses qui sont complètement... pas possible de se mettre ensemble, des collègues ont démantelé dans une cité un trafic de stupes. C'est-à-dire que là, ils n'avaient pas fait la boulette de shit, ils avaient démantelé tout le trafic. Le mois d'après, ils ont eu tout le monde sur le dos, leur hiérarchie, les plus hauts niveaux de l'État et les bailleurs sociaux, on leur a dit « mais qu'est-ce que vous avez fait ?» Plus personne ne peut payer son loyer HLM. Alors maintenant, nous, dans les statistiques, en plus, c'était nul, parce que vous nous avez démantelé un trafic. Maintenant, ce qu'on vous demande de faire, c'est de la boulette de shit tous les jours. Comme ça, les gens payent leur loyer HLM, ils sont tranquilles chez eux, ils ne viennent pas nous casser les pieds pour leurs acédiques ou tout ce qu'on veut. Et puis nous, on est tranquille. Et on a du chiffre pour annoncer aux gens qu'on a travaillé. Donc voilà, je pense que dans l'intérêt de la population, c'est mieux de démanteler le trafic pour plus qu'il y en ait, plutôt que de l'alimenter, en plus, pour des raisons complètement bidons. C'est quand même absolument surréaliste ce qu'il raconte. Mais non, il a tragiquement raison, à savoir que ça fait, depuis le début de la fameuse politique de la ville, car c'est ça, on en revient toujours au même point. On trouve des excuses aux gens, on essaye de faire en sorte que, on repousse vous savez, la patate chaude au coup d'après, et rien ne change.
évidemment, ça fait maintenant un demi-siècle que ça dure. Donc il ne faut pas s'étonner si, après 3 générations de gens qui ont vécu dans cette ambiance-là, à qui, en gros, on laisse faire ce qu'ils veulent pourvu qu'ils ne déclenchent pas la révolution finale, voilà, il n'y a aucun problème. En fait, on achète la paix sociale, mais c'est quand même une paix sociale extrêmement relative. Alors, je vais vous donner un exemple de ça, puisque on parlait de Marseille à l'instant. J'ai connu, voilà quelque temps, un monsieur à la Chambre régionale des comptes. On épluche les comptes, vous savez, de l'État, etc. Et donc, le monsieur en question, il avait eu à éplucher le dossier des subventions du Conseil général, du Conseil régional, de la mairie, machin. Et il va voir l'homme qui était le président du Conseil régional à ce moment-là, et il lui dit... vous vous rendez compte, ça fait quand même des millions et des millions d'euros, mais il n'y a aucune espèce de justificatif. En fait, il n'y a absolument rien. On est en train de verser de l'eau dans un trou, quoi. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on fasse un audit. Et l'homme qui, à ce moment-là, dirigeait le conseil régional, est devenu blanc comme un linge et a dit à son interlocuteur, qui me l'a rapporté, d'une voix tremblante, « Malheureux, vous voulez la guerre civile ». Alors, il est évident, voilà, il pétait de trouille, quoi. Il est évident qu'on ne risque pas du tout la guerre civile et que le seul risque qu'on a, c'est d'avoir, pour diriger les affaires, des gens qui ont la peur en eux, la peur de faire quoi que ce soit. Ça n'est pas uniquement en France. Récemment, oui, la menace, c'est pas la guerre civile, c'est la peur de la guerre civile. Exactement. En Suède, récemment, pays qui souffre d'une immigration incontrôlée. Il y a un ministre qui a été convaincu d'avoir menti et d'avoir triché. On lui a dit, monsieur, c'est pas possible, 2 et 2, ça fait 4 et tout. Et à la fin, le ministre a quand même, je crois, été... on n'est pas en France, donc le mec a été viré. Et sa réflexion en quittant, c'est de dire, au moins, je n'ai pas été traité de raciste. Et ben voilà, ils ont la peur en eux. Alors vous les faites marcher à n'importe quoi. Mais oui, mais j'ai 1 kilo d'héroïne. Mais vous savez, chez moi, dans pays X ou Y, alors voilà, donc raciste et tout. L'autre, ah mon Dieu, mais gardez-les. C'est comme ça que ça se passe. On a affaire à des gens qui sont des morts de trouille. Voilà, en France. Et donc une des formes de trouille la plus élémentaire consiste après ça à mentir. Encore un moment, monsieur de Bourreau, il y a 2 siècles maintenant, Lincoln a dit la fameuse phrase qui est devenue une sorte de théorème ou de dicton. On peut mentir à quelques gens longtemps, on peut mentir à tout le monde un temps, on ne peut pas mentir à tout le monde tout le temps. Donc à la fin, c'est les 20 ans, 30 ans, 40 ans de mensonges qui sont en train de ressortir dans la réalité. Et quelle que soit la façon dont on compresse alors la marmite, avec toute la vapeur qui bouillonne à l'intérieur, ça aboutit aux statistiques infâmes de la criminalité et de la délinquance de l'année passée. Statistiques truquées, tronquées et biaisées, comme je viens de vous le dire. Alors on va parler d'un autre petit détail de chaque année, c'est évidemment la nuit de la Saint-Sylvestre qui donne lieu à des feux d'artifice, mais à des feux d'artifice d'un genre nouveau, enfin pas vraiment nouveau, mais d'un genre particulier, on va dire. Et je vous propose de regarder un petit extrait d'une vidéo qui était disponible sur tous les réseaux sociaux. Ça a été tourné à Strasbourg. Ils sont énervés les jeunes. Il y en a 2 en fait. On a voiture à la baie, on est en train de faire. Vas-y, elle va me péter à la gueule, vas-y, je vais perdre les yeux. C'est qui a fait ça, les gars? S'il vous plaît, c'est qui a fait ça? C'est qui? S'il vous plaît, hein? C'est la route, voilà! C'est la guerre, c'est la guerre! Alors, des voitures en feu, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas l'impression que ce qui domine, c'est la peur du flic. Bienvenue à Mogadiscio. Voilà. C'est à Strasbourg. Oui, ah bon? Ah bah zut. Donc, non mais alors, en plus, là encore, mensonge. 220 voitures brûlées, j'ai des sources sur place. Vous vous souvenez, quand il y avait eu l'histoire du marché de Noël, j'avais dit des choses pour lesquelles je n'ai jamais eu de réponse, ni de monsieur le préfet, ni de monsieur le ministre, entre parenthèses,
qu'au moment où il y aurait dû y avoir un barrage pour arrêter M. Chekrat, là où Dieu sait comment il s'appelait, ben, le truc était, ils étaient déjà partis rentrer chez eux, mais on n'a jamais eu de confirmation de ça, de source officielle, alors que tout le monde le sait à Strasbourg. Et donc cette fois-ci, c'est 240 sorties de pompiers et sans doute plus de 350 voitures brûlées, et non pas 220. Parce que, juste à Strasbourg, vous voulez dire? Oui, à Strasbourg. Ah oui, voilà. donc pas à l'échelle nationale. Ah non, 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 on parle de Strasbourg. C'est énorme. Ben oui, c'est énorme, d'autant plus que ce sont des scènes littéralement de guerre civile et que, on va rappeler les choses, on revient aux fondamentaux, il faut tout de suite revenir aux fondamentaux, toujours. L'État-nation, la France est un État-nation. Alors, elle est engluée à l'heure actuelle dans des trucs européens, machin, mais fondamentalement, c'est un État-nation. La façon dont se gouverne et se régit un État-nation, son objectif, son essence, sa finalité, tout ça a été expliqué une fois pour toutes dans la fin du XXe siècle par Raymond Aron. Un État-nation, sa finalité, c'est respecter à l'extérieur, en paix à l'intérieur. Telle est la mission de M. Macron et de M. Philippe. Ils n'ont pas été élus pour fixer les salaires de nuit des infirmières, ni le jour d'ouverture des soldes. Ils ont été élus pour respecter à l'extérieur, en paix à l'intérieur. Alors, respecter à l'extérieur, à l'heure actuelle, je le dis, c'est pas exactement notre sujet, mais c'est grave. L'affaire du Sahel est en train de partir vraiment en quenille, hein, ça va très mal. Si on continue, nos 4400 courageux soldats perdus dans un désert gigantesque et sans grande aide locale, vont être dans une situation très grave. Hein. Je vois des gens aussi, je leur parle. Et deuxièmement, respecter à l'extérieur, ben c'est dans cet azimut-là d'où nous viennent déjà beaucoup de problèmes. Plus exactement respectés, hein, et en paix à l'intérieur, ben vous avez vu, quoi. Hein. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et ça provient d'un phénomène fondamental. Ça n'est pas la première présidence qui est affecté par ça, c'est la deuxième. Il y a eu M. Hollande et maintenant il y a M. Macron. Le régalien ne les intéresse pas. Ils s'en foutent. Voilà. Alors, ils s'intéressent à Wall Street, ils s'intéressent à toutes sortes de choses, ils s'intéressent aux malheureuses victimes, ils s'intéressent à tout ce que vous voulez. La loi et l'ordre, ça ne les intéresse pas. Alors par contre, ça intéresse les Français. On est allé leur demander justement leurs sentiments vis-à-vis de cette insécurité. C'était Porte d'Ivry à côté de Paris. Moi, je suis sûre que ça a augmenté. Ça se voit. Ah oui, moi j'ai été agressée, alors je peux le dire. Hein. Ah oui. Ouais, ça se voit. Donc, on voit bien qu'au quotidien, tous les jours dans la rue, dans les transports, on voit bien que les gens sont de plus en plus agressifs. Je pense que c'est beaucoup trop. Ben, il faut plus de surveillance. quand on voit que les pompiers se font agresser, Ouais. je crois que c'est la pire chose qu'il puisse y avoir. Hein. Il y a une politique migratoire, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas, c'est tout ça qui crée l'insécurité. Mais je pense qu'on monte beaucoup la sauce quand même. Alors je comprends qu'on soit inquiet, parce que c'est vrai que j'ai vu beaucoup de gens de l'immigration, ils sont stressés, ils sont nerveux et réactifs, hein, parce qu'ils ont été tellement en danger qu'ils réagissent. Je me sens pas en insécurité, non. Non. Tout va bien. Tous les chiffres ont explosé. Ah bon? Le lycée où il y a eu une prof qui a été braquée par un pistolet factice, lycée Branly, j'étais pion hein, dans ce lycée-là, donc j'ai vu que ça se dégradait, on donne pas les moyens, on donne rien, je sais pas, on a l'impression que Macron il s'en fout, voilà. Donc faut pas s'étonner, hein, je sais pas. C'est triste parce qu'à Paris, c'était pas comme ça avant. Il y avait des quartiers quand même qui étaient ciblés, maintenant c'est partout en fait. Dans l'est parisien, voilà, cet endroit, c'est un peu plus chaud. Si les policiers s'occupaient autre chose que des manifestants, peut-être que ça irait un peu mieux du point de vue de la délinquance. Il n'y a pas assez de postes pour tout le bazar qu'il y a, il n'y a pas assez de personnes pour... En fait, ils ne peuvent pas être partout parce qu'en plus avec la conjoncture, les manifs, les gilets jaunes, les flics, ils étaient sur le terrain, ils ne peuvent pas être partout non plus, c'est compliqué. Le gouvernement devait faire plus en matière de sécurité, mais à ces périodes-là, c'est un peu difficile. Christophe Castaner, c'est vrai que sous ses airs, avec ses beaux discours, il fait rien. Il fait rien, quoi. Et après, on vient nous dire à nous de donner des leçons. Enfin, après, voilà. Alors que nous, c'est un grand débat. On n'a pas fait des études supérieures, enfin moi, j'ai pas fait. Mais on a des solutions. S'il a un bilan mauvais, je sais pas, un employé, il fait pas l'affaire, il est licencié, ces gens-là, non, ils sont reconduits.
On clairvoyant, ces gens. Oui. Mao Tse-tung était un vilain bonhomme, un satrape affreux, mais un grand chef de guerre. Et sur le terrain, il savait où il fallait chercher les informations. Et il disait, l'œil de l'ouvrier voit juste. Le type en bas, là, de la hiérarchie. On ne lui raconte pas de sottises. Ils voient les choses. Ils sont sur le terrain. Ils ne sont pas issus de l'ENA. Voilà. Donc Castaner non plus, cela dit. Il a pas fait l'ENA. Oui, non, on ne sait pas. Partie de poker, peut-être. Oui, il paraît. Ouais, il était très bon. Voilà. Donc, mais les gens ont le droit de se distraire comme ils veulent, mais quand on est ministre de l'Intérieur, il y a peut-être mieux à faire que d'aller dans des boîtes de nuit et puis d'embrasser des jeunes femmes qui, apparemment, ne sont pas Madame Castaner, quoi. Donc, plus forte raison quand c'est une journée de mobilisation des Gilets jaunes. Exact. Enfin, quel que soit le jour, dans un moment où la criminalité explose. Je veux dire, si jamais la situation n'est pas bonne dans un domaine, celui qui est responsable du domaine, il ne doit pas quitter le pont, quoi. Le général de Gaulle disait, alors j'ai fait Mao et de Gaulle dans la même séquence, le général de Gaulle disait, le commandement c'est la présence. Et donc quand ça va mal, il faut être là. Les hommes ont besoin de leur chef. Eh bien, pas les boîtes de nuit, quoi. C'est pas l'objectif. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que le pauvre, et comme Mme Belloubet, c'est pareil, vous avez vu encore récemment le fait d'injurier l'islam, c'est une atteinte à la liberté religieuse, n'importe quoi, mais n'importe quoi. Quelqu'un qui a fait 1 heure de droit dans sa vie ne dit pas une sottise pareille. Bon, mais bref. Elle était au Conseil constitutionnel, donc elle a dû en faire un peu plus, mais visiblement ça n'a pas laissé de traces. Donc ça ne lui a pas vraiment pénétré l'intérieur des synapses, et voilà. Donc ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas de leur faute. Ils sont là parce que quelqu'un les y a mis. Et donc, à partir du moment où on se moque du régalien, on prend pour incarner le régalien des gens dont ce n'est pas le boulot. Alors ça prouve 2 choses. Ça prouve qu'en matière de régalien, l'actuel président de la République n'a pas grand monde. Il n'a pas un casting grandiose et génial. Et deuxièmement, il prend n'importe qui, il s'en tape, quoi. Voilà, donc M. Castaner, dans la République française, on ne parle même pas de la Ve République, on parle de la République en général. Le ministre de l'Intérieur, depuis, en gros, genre Louis-Napoléon Bonaparte, quand il était président de la République, jusqu'à maintenant, 1848-2020, il est là pour rassurer. Le ministre de l'Intérieur doit rassurer. Vous êtes rassuré par Castaner, vous? Eh bien, pas moi. Voilà. On se demande encore qu'est-ce qu'il va inventer comme mensonge ou comment il va truander. Mais vous avez vu? Enfin, écoutez, dans un monde où les gens doivent être un peu responsables de ce qu'ils font, on insiste, l'éthique de la responsabilité, etc. Vous avez un résultat, mais immonde. La criminalité explose. C'est annoncé à 22h en douce, pas par le ministre. Il devait arriver à la télé, faire le journal de 20h en disant voilà, j'ai les chiffres, ils ne sont pas bons, j'ai tenu à vous les annoncer moi-même et je vais voir avec le président de la République si ma présence s'impose encore et tout. C'est comme ça se passe comme ça même au Nicaragua. Hein. Eh ben, en France, non. Voilà, on a affaire à des gens qui non seulement donnent pas l'impression d'accorder une grande importance à la sécurité de leurs concitoyens, mais qui en plus conduisent comme des galapias. Alors ce qui est amusant en revanche, c'est qu'ils sont très soucieux de leur propre sécurité, parce qu'on a vu Emmanuel Macron récemment partir dîner avec une horde de CRS avec lui. On a vu que les attaques de permanence qui parfois se concrétisaient par un tag sur les vitrines étaient considérées comme des actes terroristes. Alors selon que vous soyez puissant ou misérable... Non, c'est grave. Dans les derniers temps de son quinquennat, Sarkozy ne pouvait plus mettre le nez dehors, quoi. Et il y avait eu une réaction de rejet. Plus c'était au début, enfin, les médias du système au début lui léchaient les pieds de manière absolument éhontée. Tout était bon, tout était gros. Puis à la fin, ça s'est renversé et il était devenu un peu traqué comme ça. Eh bien, je vois des préfets, je vois des gens. Ils me disent maintenant Macron, c'est pire que dans les derniers temps. Il ne peut plus sortir de chez lui. Point barre. C'est-à-dire que dès qu'il est dehors, là où alors Hollande, bon, c'est un brave homme, quoi. Il n'a pas l'air méchant, mais il pouvait encore aller dîner avec 2 gardes du corps. Là, maintenant, c'est les CRS en nombre à chaque sortie pour aller à la bijouterie en face de l'Élysée, c'est ça, quoi. Donc cet homme est traqué et beaucoup de gens lui en veulent. Et ils lui en veulent de manière, mais vraiment agressive et ils n'ont plus confiance de tout. Voilà, ça vient des tripes, quoi.
Alors on va revenir sur ce gentil Christophe Castaner. Je voudrais rappeler quand même que pendant les Gilets jaunes, il y a eu beaucoup d'accusations de violences policières, notamment à cause de l'usage des LBD, les lanceurs de balles de défense, qui ont fait des blessés parmi les manifestants, mais aussi à cause des GLI-F4, donc des grenades lacrymogènes instantanées, qui explosent puisqu'il y a de la TNT à l'intérieur. Et donc là, Christophe Castaner, après peut-être un peu trop de bruit autour des violences policières, même si le gouvernement a toujours refusé d'employer ces termes, il s'est peut-être dit qu'il fallait un peu calmer le jeu avec les gilets jaunes. Et donc il a annoncé la fin de l'utilisation des GLI-F4 en grande pompe, comme si c'était quelque chose de magique et une réponse aux bons citoyens qui en avaient marre de perdre des mains. Une prise de conscience brutale et tout. Absolument. Et je vous propose de regarder Michel Touris, qui était secrétaire, enfin qui est toujours d'ailleurs secrétaire général de France Police, Policiers en colère. Et il nous parlait de ça il y a déjà plusieurs mois. Nous avons dit à plusieurs reprises que les GLI-F4 peuvent être nécessaires, encore une fois, dans certaines actions, notamment dans les quartiers, quand on parle de grenades de désencerclement. Donc en théorie, vous comprenez que ce n'est pas censé être des grenades purement offensives, c'est surtout des grenades que vous devez utiliser en état de légitime défense. De plus, cette grenade, on sait, elle est très contestée, elle a déjà causé par le passé des dégâts très importants, elle n'est plus commandée aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur, on ne fait aujourd'hui qu'écouler les stocks. Maintenant, très clairement, sur la question... Heureusement que les Gilets jaunes sont là pour accélérer la manœuvre. Je ne ferai pas de commentaires. C'est QFD. On a donc fini d'écouler les stocks sur les Gilets jaunes. Alors, ce qu'il faut bien voir, le gouvernement est responsable du maintien de l'ordre. Je pense qu'à un moment donné, il faut réagir quand il y a des situations. Mais il faut réagir naturellement dans la proportion et dans l'équilibre. La justice, c'est une balance, il faut que les deux plateaux soient en gros. Et alors, autant les Gilets jaunes ont été réprimés, mais de manière féroce. J'ai publié des articles où je citais des gens qui sont des sommités de la médecine légale en disant qu'ils n'avaient jamais vu ça. Que certains parlaient de blessures de guerre. Oui, ils avaient l'impression qu'ils faisaient de la médecine de guerre en voyant les blessés des Gilets jaunes arriver. Et pendant ce temps-là, vous avez tous les jours en France, on ne parle pas uniquement de la nuit du Nouvel An ou de la semaine du Nouvel An, parce que maintenant c'est une semaine, ça commence avant et ça se termine vers le 4. Non mais j'ai des chiffres et des données, etc., qui montrent que pour ce Nouvel An, les émeutes, ça a duré une semaine. Il y en avait encore le 5 janvier. Des voitures qui brûlaient. J'ai les noms des villes, j'ai les endroits, etc. Donc maintenant, il y a la semaine d'émeutes, et donc il y a bientôt, ça rejoindra la première émeute d'après, donc il n'y aura pas en janvier de mois sans alcool, mais il n'y aura pas non plus de mois sans racaille, quoi. Donc ça dure des fois pendant une semaine, 15 jours. Et donc non seulement vous avez ça, mais tout le reste de l'année, il y a à jet continu, j'en tiens la liste aimablement à disposition de M. Castaner, si ses services, qui lui cachent déjà beaucoup de choses et qui lève les yeux au ciel quand on parle de lui ont caché un peu cette réalité-là. Il y a des émeutes tous les jours et j'ai des communiqués à la suite des émeutes à Grenoble, au quartier nord de Marseille, même dans les endroits les plus invraisemblables, des fois dans des petites villes. Et chaque fois, ou presque, le rapport se termine par cette phrase « Il n'a pas été procédé à des arrestations ». Vous avez des émeutes où il y a pour des millions d'euros de déprédation sur les bâtiments publics, il n'y a pas d'arrestation. La police française travaille bien. Si jamais on leur demande de procéder à des arrestations, ils arrêtent. Et si jamais on donne les consignes nécessaires aux procureurs, au moins les procureurs, une fois que les individus sont traduits en justice, ils ont la possibilité de dire qu'ils veulent des sanctions et de les exiger. Et des fois, d'avoir des condamnés. Donc, quand ce sont des racailles et que ce sont des émeutes dans les banlieues, vous n'avez pratiquement jamais d'arrestation. J'estime, sur tous les documents que je reçois, les arrestations en cas d'émeute dans les cités, comme celle qu'on a vue à Strasbourg, là, à peu près dans 10% des cas. Et là, donc, vous avez un entonnoir terrible.
sans émeute, hop, 10 fois sur 100 des arrestations, et à la fin, ceux qui sont arrêtés, ils vont au tribunal du coin et ils en ressortent les mains dans les poches. Je défie quiconque de me montrer un individu, c'est grave un incendie volontaire. Si vous mettez le feu à un immeuble, des gens peuvent mourir, etc. Donc la sanction doit être quand même proportionnée à l'acte, et je vous défie quiconque de trouver des cas où une réponse judiciaire proportionnée, pédagogique, c'est des gens jeunes, etc., mais leur montrant qu'il ne faut plus rigoler avec ces trucs-là, a été déclenchée en France. Les seules répressions depuis Macron, ce sont les gilets jaunes. En dehors de ça, c'est open bar. Les black blocs, les ceci, les cela. Alors maintenant, évidemment, toute personne qui a étudié une fois dans sa vie, 5 minutes, les prodromes de la philosophie du droit, elle vous apprend que quand on ne respecte pas une loi, après ça, tout se détricote parce que les gens perdent l'habitude d'en respecter aucune. Et ben voilà, alors maintenant, les durs des syndicats se mettent à aller casser tout à la CFDT et tout, tout le monde s'y met. Pourquoi? Parce que c'est bien, dans les cités, il ne se passe rien, on va faire pareil. Alors pourquoi lui, il a le droit et moi, j'ai pas le droit? Donc c'est comme ça que l'anarchie commence à s'imposer dans certains endroits du territoire français. C'est pas plus compliqué que ça. Alors si jamais on met un holà dans le respect de la loi, de manière mesurée, en tenant compte de toutes les situations, patin couffin, mais si jamais on le fait à la première fois où il y a de telles émeutes, eh bien après ça, le reste ne suit pas, vous comprenez? Et là, à l'heure actuelle, on aboutit à des situations d'autant plus périlleuses que plus ça se développe, et naturellement, plus Castaner va mentir. Et il a commencé à contaminer sa police, et il commence notamment à Bordeaux, où la situation est effroyable. Il y a 20% de plus de cambriolages qu'en 2018, en 2019, on a les chiffres, c'est les grands titres de Sud-Ouest ce matin, le journal Sud-Ouest, qui n'est pas un quotidien répressif dans son essence, quoi. C'est des bons petits bourgeois de gauche du Sud-Ouest de la France, comme son nom l'indique, et donc 20% de plus, un titre, l'affiche, quoi, la première page. Interview du commissaire du coin, c'est un épiphénomène. Ah bon ? Vous aviez 100 cambriolages, il y en a 120, c'est un épiphénomène. Alors, ils prennent l'habitude de mentir comme leur chef, quoi. Il y a l'interview en question, et une autre publiée il y a quelques mois de ça par un responsable de la sécurité publique de la Gironde. C'est effroyable. Ce qu'il raconte est effroyable. Oui, nous, on n'a pas à intervenir. Alors, sur la délinquance, oui, c'est pas de notre faute, nous, on fait ce qu'on peut, mais enfin, les phrases, vraiment, sont extrêmement étonnantes. Alors, nous ne sommes pas responsables des actes commis, on a essayé simplement de les réparer tant soit peu. Ça marche pas, parce que plus 20%. Les agressions, c'est pareil, c'est pas plus 20%, mais ça a augmenté aussi, et ainsi de suite. Bordeaux, dans le temps, on appelait cette ville la belle endormie. Ici, passait rien, c'était calme. Je peux vous dire qu'ils se sont réveillés, là, hein. Voilà, en matière de délinquance et de criminalité. Donc voilà ce qui se passe, de proche en proche, à partir du moment où le terrain, ou ce qui se passe sur le terrain vous glisse entre les doigts et vous échappe, vous êtes contraint de mentir et de faire des pressions toujours plus fortes sur les médias qui sont à votre botte, ce que j'appelle la domesticité médiatique de M. Macron et de M. Castaner, pour dire oui, mais c'est pas grave, mais la petite Greta, machin, etc., de parler d'autre chose, parce que quand on parle de ça, naturellement, ça réveille les gens. Or, il est question de les endormir. C'est ça la réalité à l'heure actuelle. Réveillez-vous alors. Réveillons-nous. Merci beaucoup Xavier Hofer, merci à tous de nous avoir suivis comme chaque semaine. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo, c'est bon pour le référencement et pour mon moral. Je vous dis à la semaine prochaine.